Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Chaque classe dans Flesh and Blood a des mécaniques qui sont particulières. Il est donc cohérent de retrouver des mécaniques comme furtivité puisqu'on imagine bien l'assassin se faufiler pour aller justement honorer son contrat. Contrat, c'est bien évidemment un euphémisme eu égard à ce que font les assassins. Dans Flesh and Blood, vous pouvez honorer des contrats pour gagner des pièces d'argent, puisque vous savez aussi bien que moi que tout salaire mérite travail, sauf si le bar est fermé, et bien sûr je ne parle pas du poisson. Arachnie tout court, vous allez voir qu'il existe sous à peu près 4000 formes, et cette fois-ci j'exagère pas tant que ça. À chaque fois que vous jouez une carte avec contrat, vous pouvez regarder la top card du deck adverse et vous pouvez la mettre en dessous. À quoi ça sert? La mécanique contrat, on la retrouve sur différentes cartes et elle vous propose de réaliser un contrat. Ce contrat, c'est une action à faire. En général, c'est bannir une carte. Et ce bannissement, ce contrat, s'il est rempli, vous gagnez un argent, une pièce d'argent, un PA. Donc là. Et en fait, vous devez bannir une carte avec un type spécifique. Ici, c'est une attaque-action. Ici, c'est une carte qui a 2 de défense ou moins. Ici, c'est une carte de réaction. Donc à chaque fois, il faut vraiment bannir un type de carte spécifique. Concrètement, voici comment ça se passe. Vous jouez une carte avec contrat. Le contrat, c'est de bannir une carte avec 2 de défense ou moins. Carte adverse. Si vous réussissez ce contrat, vous créez une PA. On hit, vous bannissez. Autrement dit, il faut que cette carte hit et que la carte bannie soit une carte ayant 2 ou moins de défense. Donc vous la jouez. Comme à la contrat, ça trigger Arachnie, vous regardez la top card et vous vous rendez compte que cette carte a 3 de défense. Le but, c'est de remplir des contrats. Donc vous la mettez en dessous du deck pour espérer que celle qui est au-dessus ait une défense de 2. Proposez l'attaque. En réaction, vous allez venir rajouter au hasard celle-ci. On est toujours à coup nul, hein, donc c'est pour la démonstration, c'est pas que j'oublie de pitch, c'est que en fait c'est un coup nul. Donc target attaque action avec contrat à +3. Et surtout, look at the top card of the defending deck et vous pouvez la mettre en dessous. Ce qui fait que ça vous laisse au moment de la phase de réaction encore une chance entre guillemets de pouvoir être sûr de réussir le contrat. Donc là il y a eu les défenses, peu importe. On met ici la réaction, on regarde la top card, on voit que la défense est de 2. On touche, on bannit la top card, donc elle va dans la zone de bannissement, on remplit le contrat et on gagne une pièce d'argent. Une pièce d'argent, moyennant 3 ressources, vous la détruisez et ça vous permet de piocher une carte. On a déjà vu cette mécanique avec l'or, cependant pour l'or, il fallait payer une ressource de moins, donc seulement 2. C'est cohérent, hein, or versus argent. Grâce aux nouvelles pièces de stuff qui sont disponibles avec Compendium, on va pouvoir optimiser cette mécanique et utiliser les pièces d'argent différemment. En effet, cet ensemble complet de 4 pièces propose à chaque fois la même mécanique qui est la suivante. Tant que cette pièce est dans le cimetière, au début de votre tour, vous pouvez payer 2 pièces d'argent. Le cas échéant, vous vous équipez de la pièce en question. Quand elle est équipée depuis n'importe où hormis le cimetière, autrement dit dès le début de la partie, elle a un marqueur -1. Donc quand vous commencez la partie, la première fois elle a -1, donc elle va défendre qu'à 1. Vous en servez pour défendre, elle est cassée, elle va dans le cimetière. Vous payez 2 pièces d'argent et quand elle revient, elle a par contre cette fois-ci 2. Donc ça c'est vraiment énormément fort pour pouvoir justement venir un petit peu embêter les snowballs et éviter de se faire rointer directement. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Auparavant on utilisait un set classique, bon, celle-ci qu'on voit absolument partout en Silver Age, et ces poignées-là qui permettent en fait de pouvoir faire un dégât avec une dague. Donc ça permettait d'avoir la condition qu'une dague est touchée. Celle-ci permettait d'avoir un go against qui est très plaisant dans Arachnie puisque en fait on voit que dans celui-ci il n'y en a pas très peu. Donc c'était vraiment bien de pouvoir enchaîner justement ces contrats-là.
Par contre, vous pouvez l'activer que si vous avez joué une carte ou activé une capacité pendant la phase de réaction. Autrement dit, c'est une attaque-réaction qu'il faut faire en amont ou avoir joué un instantané durant la phase de réaction. Le casque aussi, le masque, un grand classique, c'est une action avec Go Again. Vous payez une ressource, vous mettez une carte de votre main ou de l'arsenal en dessous du deck, vous détruisez le masque et en fait vous faites une sorte de tutor face en l'air à partir du dessus. Donc, en gros, vous allez révéler les cartes de votre top deck jusqu'à ce que vous ayez une carte action et vous la mettez dans votre main. Ensuite, bien sûr, on shuffle, mais ce qui est intéressant, c'est en fait de pouvoir récupérer un petit peu de souffle avec justement une carte attaque-action si vraiment on est un petit peu mal ou qu'on a un Go Again flottant. Quand on regarde l'architecture, globalement, c'est extrêmement lisible. On a des cartes avec contrat, donc des attaques-actions avec contrat qui font un petit effet, un bannissement à chaque fois. On a des cartes qui viennent supporter ça, des attaques-réactions, donc telles qu'on a vu ici. On a une petite subtilité que j'aime beaucoup, c'est l'intégration de la notion de clash, donc qui génère des PO, donc on paye 2 ressources et on draw, mais aussi pour venir supporter un petit peu tout ça et faire le lien, on va venir utiliser un combo qui marche très bien, c'est le fait de jouer à la fois ces 2 cartes-là, donc qui ont stealth, on hit, on bannit. Pourquoi est-ce que ça vient embêter? On a un deck qui est disruptif et qui propose de bannir. L'idée c'est que là on bannit et si c'est une bleue, on pioche et on gagne une ressource. Pourquoi est-ce que c'est embêtant? Parce qu'on se dit, ok, en fait, un dégât proposé, c'est pas énorme en soi. Donc on aurait tendance à ne pas vouloir le bloquer pour pouvoir justement garder des cartes pour pouvoir faire face à ça, par exemple. Cependant, si jamais l'adversaire ne bloque pas, et bien en fait, il bannit la top carte. Donc ça vient vraiment rajouter à ce potentiel de disruption avec non seulement un bannissement, plus, si c'est une bleue, vous piochez et vous récupérez un point de vie. Quand on voit qu'il y a ça, 2 ou plus attaque-réaction avec ce maillon de chaîne, celui-ci gagne +2 et on hit, il bannit 2 top cards. Donc si on a une main qui tombe bien avec 2 attaques-réaction, et bien en fait, on va pouvoir clairement venir jouer celle-là et faire un combo dévastateur. Puisque je rappelle que sur les attaques-réactions, on a la possibilité de pouvoir regarder la carte du dessus. Alors, ok, l'attaque-réaction, elle ne buffe pas celle-ci puisqu'elle n'a pas contrat. Cependant, ça permet malgré tout de pouvoir toujours venir bannir derrière. En guise de bannissement, donc de fort potentiel de bannissement, on est vraiment très bien positionné. On retrouve des blocs par ailleurs ici, ça c'est très bien, avec une sorte de opt en défense. Et ces pièges. Ces pièges, on va venir, comme on a déjà vu pour les rangers, les utiliser, les intégrer selon le match-up que l'on va avoir. C'est-à-dire que si on se retrouve face à des héros qui ont des petites attaques qui buffent, ben clairement on va utiliser celui-ci. Si on se retrouve face à des gros tempos, on va plutôt préférer celui-là. Ça, contre les très gros swings, et on peut se permettre de la jouer puisqu'on a un deck dans lequel on a quand même pas mal de cartes bleues. Alors, la nouveauté vient justement apporter encore plus de profondeur à cette notion de contrat. Donc on a déjà les contrats qui génèrent des pièces d'argent qui sont utilisées pour le stuff, et en plus de ça, il y a des nouvelles cartes pour jouer autour de cette mécanique de contrat. On retrouve ces 3, alors il y en a 4, j'ai dit 3, parce qu'en fait celle-ci va vraiment dépendre du match-up. On va s'en servir seulement contre les héros mystiques. Est-ce qu'on va l'entrer? En fait, ça va dépendre du pourcentage de la méta, de votre environnement local, etc. Par contre, les 3 qui arrivent en rainbow, donc rouge, jaune et bleu, proposent de bannir à chaque fois une carte rouge, ici, et le cas échéant, comme à chaque fois, vous créez une pièce d'argent. On hit, vous bannissez la top card, et si c'est une rouge, vous refaites
encore une fois, ce processus. Donc c'est anti-redliner à nouveau, mais surtout ça permet en fait d'avoir une condition qui est très large. Tous les decks jouent des rouges, donc c'est une bonne façon de pouvoir justement bannir dans tous les cas. Avant de clore ce personnage, on va quand même parler un petit peu de sa dague, qui est une fois par tour action, de ressources, vous attaquez, go again, derrière. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il y a tout en bas, c'est le piercing 1. Si elle est défendue par une pièce d'équipement, elle a +1. Ça permet d'éviter que l'adversaire en face juste mette une carte d'équipement et vous empêche de trigger l'effet. Pour pouvoir bloquer cette attaque-là, il faut entre guillemets utiliser une pièce de la main, une carte de la main si on veut éviter l'effet de on-hit, qui est que la prochaine fois qu'ils défendent avec une ou plus attaque-action ce tour, ces cartes ont -1 quand elles défendent. Ce qui fait que ça permet d'affaiblir clairement la défense adverse. Et en particulier pour les héros, héroïnes qui utilisent beaucoup d'attaque-action, notamment peut-être pour défendre. Le patient 1413 qu'on retrouve ici nous propose que notre première attaque avec le mot-clé stealth, furtivité en français, a go again. Le but c'est de pouvoir proposer, enchaîner les attaques avec stealth et bien sûr de les buffer avec des attaques réaction. Les cartes avec furtivité, il y en a vraiment toute une palanquée. La nouvelle qui est apparue avec le deck d'Arachni, c'est celle-ci. On a décidé de l'inclure parce que quand cette carte attaque, la prochaine carte action attaque avec furtivité que vous jouez dans cette chaîne gagne encore une fois. Ça veut dire qu'avec Arachni, vous avez une stealth qui a go again, qui a go again. Donc ça veut dire que celle-ci donne vraiment fait un pont d'or en termes de go again pour les cartes qui arrivent. Et derrière, on retrouve les réactions d'attaque classiques entre guillemets qui ciblent les attaques avec go again, avec furtivité. Là aussi, on se retrouve avec une architecture de deck qui est lisible. On a d'un côté les cartes stealth qui bien sûr vont attraper la première fois un go again grâce à Arachni. On a aussi des attaques réactions qui viennent booster ces cartes-là. On retrouve ici, on retrouve celle-là. Donc on a vraiment des attaques réactions pour ça. On retrouve du bloc ici et deux génériques, donc celle-ci Scar for Scar et celle-là, qui permettent en fait d'enlever un petit peu l'écart en termes de points de vie, puisque là elle vous propose de regagner un point de vie quand elle attaque ou qu'elle défend. Ok, elle défend à 2, mais elle propose quand même une attaque à 5. Donc admettons qu'on ait une stealth avant qui a go again, et ben on peut venir enchaîner avec ça. Ou celle-ci permet justement d'avoir un go again. Le fait d'avoir tous ces go again avec ces stealths, ça vous permet de mettre en place un jeu très intéressant de mind game. L'adversaire sait que vous avez plusieurs attaques, donc vous allez proposer plusieurs maillons de chaîne et que vous avez des attaques réactions. Cependant, c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez punir une mauvaise défense ou à quel moment ça vous intéresse le plus de pouvoir enfoncer l'attaque et d'y aller à fond sur les réactions. À toutes fins utiles, je refais un petit récapitulatif concernant les règles et la chaîne. La chaîne de combat, elle est constituée de différents maillons. Chaque maillon, c'est la carte qui attaque plus les cartes qui défendent et les réactions. Donc, réaction d'attaque ou réaction de défense derrière. Si vous voulez passer à la suite, enchaîner, eh bien, il va falloir ouvrir un nouveau maillon. Là, vous ouvrez un second maillon, l'adversaire va devoir redéfendre là. Et si vous voulez faire une réaction attaque, eh bien, vous avoinez ici une réaction d'attaque. Et si vous voulez jouer encore une carte, alors là, bien sûr, c'est hypothétique. Si vous voulez jouer encore une autre carte, eh bien, derrière, il va falloir défendre aussi. Et là, vous avez une chaîne avec 3 maillons. Parfois, c'est intéressant, selon les personnages, je pense par exemple à Gravy Bones, de fermer la chaîne. Puisqu'en fait, lorsqu'on ferme la chaîne, on calcule les dégâts, les cartes sont envoyées dans le cimetière. Et comme Gravy Bones a besoin d'avoir une carte bleue qui a été mise au cimetière pour pouvoir trigger son effet, il a tout intérêt à fermer la chaîne. Par contre, les joueurs assassins, en général, ne veulent pas fermer la chaîne. Ce sera encore plus probant avec d'autres cartes ou d'autres héros, et en particulier héroïnes, on verra ça.
Mais cette carte-là vous précise que la prochaine carte action attaque et furtivité que vous jouez dans cette chaîne de combat gagne encore une fois. Donc en fait, vous n'allez pas faire cette attaque et dire je ferme la chaîne. Vous laissez la chaîne ouverte pour venir ajouter des maillons derrière. On va faire un exemple extrêmement simple avec 3 cartes puisqu'on présume que au tour précédent vous avez bloqué avec une. Furtivité, quand cette carte attaque, la prochaine carte action avec furtivité que vous jouez dans la chaîne de combat gagne encore une fois. Avec Arachnie, la première attaque avec furtivité que vous jouez à Go Again. Donc ça veut dire que je vais mettre ça, donc coup nul, hein. Ça, elle a Go Again grâce à Arachnie. Vous avez en main certaines cartes, mais l'adversaire sait que vous avez des attaques-réactions et que ces attaques-réactions ciblent les attaques avec furtivité. Là, l'adversaire ne sait pas que cette carte-là peut pas être la cible des attaques-réactions. Ce qui fait que vous, a priori, vous allez vouloir mettre l'attaque-réaction ici. Alors bon, là je n'ai pris une, bien sûr, qui coûte de la ressource à jouer pour l'exemple. Mais voilà, celle-ci qui est gratuite. Donc on l'a mis en attaque-réaction ici. Et avec le Go Again, on vient enchaîner avec ça. Donc ce que ça montre, c'est que l'adversaire ne sait pas si vous allez la mettre là ou là. Parce que si par exemple, vous commencez par ça, parce que vous avez moins de points de vie, l'adversaire sait que, dans tous les cas, vous n'avez pas à pouvoir la buffer. Bon, sauf si vous avez mis pummel, mais bref. En général, vos attaques-réactions, elles sont sur les stealths. Du coup, vous faites ça, ça a Go Again. Vous mettez ça, ça a Go Again. Et là, il vous reste une seule carte. Et donc, l'adversaire ne sait pas si c'est une attaque-réaction pour venir buffer, ou si c'est, en fait, encore une carte avec stealth. Du coup, c'est là où l'adversaire ne sait pas comment est-ce que il ou elle doit bloquer. Est-ce que je dois bloquer de manière très importante pour pallier à une éventuelle attaque-réaction qui viendrait? Est-ce que j'ai moi-même des défenses-réactions pour pouvoir pallier à l'attaque-réaction ici? Ou alors est-ce que je me dis tant pis, on verra ce qui se passe. Ce qui fait que c'est toujours une très grande tension lorsqu'on affronte des joueurs ou des joueuses qui ont, comme nous, des attaques-réactions. Et pour nous, ça fait partie du plaisir de pouvoir comme ça dire, en fait, je choisis à quel moment je mets l'attaque-réaction. Et si tu défends mal, je te punis. Ou alors au contraire, si tu défends mal, je te bait. Et je te dis, ouais, ok, c'est bon, la foudre est passée. Et puis tac, sur la dernière, j'enfonce. Donc vraiment, il n'y a pas de bonne règle, il n'y a pas de règle ultime. Ça dépend un petit peu aussi d'où vous en êtes dans la partie, etc. Mais voilà, gardez bien ça en tête que ces attaques-réactions, elles ont vraiment pour effet de mettre une tension incroyable chez l'adversaire. L'équipement, alors ça, on a déjà vu 3000 fois dans les autres vidéos dans Silver Age. Celui-ci, c'est exactement le même texte que le torse plein d'abdos. Ça, on vient de le voir, et ça aussi. Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas rentré la nouvelle carte? Quid des nouvelles cartes? Ça nous intéresse pas, on ne joue pas autour de la mécanique contrat, donc on va pas générer de PA. Ici, même limonade, contrat. Celle-ci a la stealth, donc on se dit ok, ça peut être intéressant. Si on a hit avec une dague dans cette chaîne de combat, celle-ci a Go Again. Nous, en fait, on a mieux. Quand je dis qu'on a mieux, c'est-à-dire que on va avoir ça. Et comme de facto on a un Go Again sur une attaque qui a stealth, en fait on n'est pas obligé de venir respecter la condition pour avoir du Go Again d'une autre manière. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on peut très bien faire toucher avec cette dague pour pouvoir ensuite la retrieve, et ça je n'ai pas trop parlé encore, c'est plus probant dans d'autres decks. La retrieve, c'est en gros la détruire et la faire revenir si elle a hit. Nous, on va surtout jouer avec un empilement de cartes stealth, Go Again, attaque réaction. Bien sûr, avec des petits ajustements. Tout à l'heure, avec le premier, il y avait contrat, attaque réaction. Là, c'est stealth, attaque réaction.
avec voilà, ce petit retrieve en bonus. Mais grosso modo, on va essayer d'avoir un plan de jeu le plus lisible possible. Et comme on a en fait déjà des cartes stealth qui buffent des stealths, on va pas venir se rajouter comme ça une mécanique supplémentaire de conditions de toucher de dague. On va vraiment préférer rester stealth qui buff stealth, stealth qui buff stealth. Voilà, ça c'est ma façon de voir, elle est probablement discutable, mais je préfère vraiment avoir un plan de jeu épuré, peut-être un petit peu moins intéressant, c'est-à-dire de rajouter la mécanique du toucher de dague, mais en tout cas voilà, c'est ma façon de voir. Arachni WOD, et ça n'a bien sûr rien à voir avec Draenor. Les attaques avec Stealth, mot-clé qu'on connaît déjà, qui attaquent un héros marqué ont +1 et on hit, go again. Être marqué, c'est être un état qu'on appelle, alors en français c'est condamné, c'est un état. Comment fait-on pour être marqué? Et bien en fait c'est hyper simple. Vous avez dans votre deck différentes cartes qui permettent de marquer directement. Ici en instantané, vous marquez. Ici en attaque-réaction, on hit, vous marquez, etc. Donc en fait, marquer, c'est vraiment un état, c'est-à-dire que ça précise que l'adversaire est condamné. Ceci va apporter beaucoup de bonus. Outre le fait que vos attaques avec Stealth ont +1 et on hit, il y a Go Again, on va pouvoir trouver d'autres améliorations. Donc outre les cartes qui permettent de condamner, de marquer le héros en face, vous avez des cartes qui jouent autour de cet effet. Celle-ci, si jamais elle attaque un héros condamné, elle gagne encore une fois. Celle-là, si elle touche un héros condamné, il bannit. Ce qui fait que vous allez comme ça récupérer des bonus sur le fait de condamner votre adversaire. De plus, ça vous donne aussi la possibilité de vous transformer, c'est-à-dire que vous devenez une des formes, ce qu'on appelle les agents du chaos, une de n'importe quelle de ces formes. Pour connaître la forme, en fait, vous lancez un D6 et vous vous transformez. Malgré le fait que vous vous transformiez, vos PV ne se resettent pas, hein, d'accord? Ils restent au montant initial. On va pas tout lire en détail, puisque je garde ça pour une review complète avec un gameplay complet et plus approfondi lorsque les decks seront disponibles en magasin, même si on a déjà les listes, pour faire une démonstration IRL, hein. Vous savez que c'est la patte de la chaîne. Donc en gros, l'idée c'est que à part la dernière qui permet de tutor, bannir un piège et de pouvoir le jouer, les autres apportent du bonus à l'attaque, bonus de dégâts, moyennant le fait de bannir une carte. Parfois il y a un petit effet sur le on hit, et ce bonus il va être donné soit aux dagues, soit aux attaques. Vous pouvez même vous équiper d'une Kélisser. On va pas rentrer dans le détail là non plus. Donc voilà, l'idée c'est en fait chaque forme apporte un petit bonus spécifique. Pour suivre sur la mécanique de condamner, l'équipement va nous servir de trait d'union. Ce qui est très intéressant, c'est que cette pièce, elle est sortie hein, avec l'Armory Deck d'Arachni. D'ailleurs, c'est la version d'Armory Deck d'Arachni Sleepy, dont j'ai fait une vidéo de review gameplay plus complète. Et donc, c'est vraiment très bien que cette carte soit rééditée, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas propre à un Armory Deck. Donc, cette carte en réaction d'attaque permet de condamner. Ce qui est chouette, c'est qu'elle a Battle Worn, c'est-à-dire qu'on peut défendre une première fois avec, elle n'est pas détruite, par contre sa valeur de def vaut 0, et garder ensuite la réaction d'attaque pour condamner. Les bots aussi sont issus de l'Armory Deck Arachni, Sleepy, donc le fait qu'il y ait une réédition, c'est une excellente nouvelle aussi. En réaction d'attaque, vous détruisez cette carte et l'attaque ciblée avec Stealth gagne encore une fois. Comme si on n'avait déjà pas assez de Go Again, on a la possibilité là d'avoir justement en plus en réaction d'attaque. Donc encore une fois, c'est là où ce jeu de mind game se fait, c'est-à-dire qu'en réaction d'attaque on peut faire des bonus ou alors carrément rajouter un go again, ce qui fait que tant que les bots n'ont pas été craqués, ben, l'adversaire il est un petit peu les pétoches. Autre avantage, Arcane Barrière. Donc vu qu'il faut détruire la carte pour la réaction d'attaque, bien sûr on va pas faire ça T1. Ok, c'est-à-dire que, alors selon l'adversaire bien sûr, mais on va essayer, si on a un adversaire qui met des dégâts d'arcane, de garder au maximum ses bots pour pouvoir utiliser vraiment le Go Again au bon moment pour achever la partie. Par contre, ce qui est tout nouveau, c'est ce casque-là. On va l'avoir en sideboard, hein, c'est-à-dire que selon l'adversaire contre lequel on va jouer, on va pouvoir l'utiliser ou pas.
le détruire jusqu'à la fin du tour. Si une carte ou plus devait être mise sur le top du deck, elles sont mises en dessous. On en parlera plus en détail quand on fera la vidéo de gameplay, quand le deck sera disponible en version papier. Mais il y a cette carte là qui permet de tutor et de mettre une carte au top du deck. Mais notamment cette carte là, il y a plein d'autres exemples, on les verra, mais ça permet du coup de complètement contrer ce type d'effet là. Le fait que cet arachnie ait aussi le mot-clé KO va nous ouvrir de toutes nouvelles portes, pas de l'enfer, mais justement de nouvelles cartes. Cet effet là est vraiment très intéressant. Quand la carte attaque, chaque héros met la top card face en bas dans son arsenal. Si 2 cartes ou plus ont été mises dans ces conditions là, la carte gagne Go Again. Est-ce que plusieurs cartes peuvent être dans un arsenal? Absolument pas. Un arsenal est une zone qui ne peut contenir que une carte de son propriétaire. Si un effet demande de mettre une carte dans l'arsenal et que cette zone n'est pas vide, eh bien en fait l'effet rate. Donc ici on n'obtiendrait pas l'effet du Go Again. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Typiquement si en face vous mettez un bloc dans l'arsenal, eh bien l'adversaire peut plus le jouer puisqu'on ne peut pas défendre avec une carte depuis l'arsenal sauf si c'est une défense réaction. Outre cet aspect, ça peut vous permettre à vous, même si vous obtenez pas le Go Again derrière, d'avoir une carte supplémentaire en plus de votre tour, hors tour, d'avoir une carte supplémentaire qui est déjà mise, ce qui fait que votre main, vous pouvez l'utiliser pleinement. Dernier aspect, ça peut aussi permettre de forcer l'adversaire à jouer avec son arsenal, ce qui pourrait ne pas l'arranger à tel moment. Effet totalement disruptif qui peut vraiment flinguer la défense adverse pour la simple et bonne raison que toutes les cartes coûtent une ressource de plus à jouer. Alors vous aussi vous êtes affecté, mais typiquement la plupart des défenses réactions ont un coût nul. Eh bien pour pouvoir jouer l'ADR, l'adversaire devra payer une ressource et donc dépenser une carte pour pouvoir payer cette ADR. Ce qui fait que ça va de suite changer absolument tous les calculs et juste une ressource supplémentaire ça change vraiment la donne puisque vous passez de une DR qui est juste la carte par exemple dans l'arsenal à une carte de l'arsenal plus une carte de votre main pour payer le coût en ressources et ça c'est vraiment très embêtant. L'architecture du deck commence déjà à se complexifier un petit peu. On a des cartes qui ont stealth qui interagissent avec des cartes qui marquent. Selon si on est marqué ou pas, on va jouer différemment. On a l'introduction de DR avec les pièges qui ont des effets. Et c'est vrai que je passais vite pour le héros précédent, mais là on va avoir l'apparition aussi d'une autre mécanique qui rajoute encore pas mal de profondeur au gameplay, qui est la mécanique des Kélissaires, mais je développerai ça dans une autre vidéo. Juris, ce qui est vraiment génial avec son effet, c'est qu'elle vous permet de prendre une carte attaquante à vous et de la changer par une carte que vous avez dans la main. Plus rigoureusement, en réaction d'attaque une fois par tour, vous bannissez une carte de votre main face cachée, puis vous la retournez. Si c'est une carte action attaque avec un coût inférieur ou égal à 2, vous mettez la carte attaquante ciblée avec furtivité du maillon de chaîne actif au-dessous du deck de son propriétaire, puis vous mettez la carte bannie sur le maillon de chaîne actif comme carte attaquante. Il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire que vous pouvez très bien cibler la carte adverse. Donc si vous faites un miroir ou que vous jouez contre les assassins qui ont aussi furtivité, vu qu'il faut cibler une carte avec furtivité, rien ne vous empêche de le faire sur le deck adverse. Bien évidemment, c'est absolument pas recommandé, vous allez changer vos propres cartes. Le deck s'articule autour notamment de 2 cartes. La première qui a Dominate, je rappelle que c'est le héros défenseur ne peut pas se défendre avec plus d'une carte de défense ou une réaction de défense de sa main. Et la deuxième carte, c'est celle-ci qui ne peut pas être jouée depuis votre main. Donc qu'est-ce qu'on fait? On joue cette carte-là qui a furtivité. Dominate. L'adversaire, par exemple, défend avec ça. On passe à la phase de réaction. Nous utilisons notre réaction d'attaque, on suit la procédure. On bannit la carte face cachée, on la retourne, c'est une carte action d'attaque avec un coût inférieur ou égal à 2, et donc on vient permuter. Donc cette carte-là passe sous le deck, j'y ai permuté, mais elle passe sous le deck,
Et l'adversaire qui au début défendait une attaque à 3 se retrouve à devoir maintenant défendre une attaque à 6. Et en plus de ça, on hit, vous créez un frailty au choix, un inertia ou une bloodbox sous le contrôle adverse. Donc ça, c'est le premier type d'échange que l'on peut faire. Deuxième type d'échange, ça peut être donc avec cette carte-là surtout qui ne peut pas être jouée depuis la main. Mais il existe aussi cette autre carte-là qu'on aime beaucoup, puisque on hit, elle perd toutes ses capacités jusqu'au prochain tour. Ça veut dire que si vous avez le héros en face, si vous voyez qu'il bloque juste avec une seule carte, 3 par exemple, je dis ouais, c'est bon, je suis tranquille, et tac, vous lui mettez on hit, et c'est absolument dévastateur. Ce sont 2 exemples, on va dire classiques, il y a plein de subtilités, on peut tourner autour de ça. Mais voilà, je pense que ce combo-là, de cette carte-là qui peut pas être jouée depuis la main, tout son intérêt c'est de la bannir, et celle-ci qui apporte Dominate, ça permet justement d'apporter encore plus de valeur à la carte qui arrive derrière. En termes de nouveautés, il y a celle-ci qui me fait de l'œil, alors surtout en rouge, parce que déjà elle a stealth, ça veut dire qu'elle va être éligible au fait d'être retirée de la chaîne pour être mise sous notre deck, ou alors la jouer de façon autonome, c'est-à-dire que si on a touché avec une dague, elle a go again. Autrement dit, elle permet d'avoir ces 2 possibilités, soit autonome avec le go again si on a hit, soit d'être échangé via l'effet de Usuri. Donc je trouve qu'elle apporte vraiment beaucoup de diversité au gameplay et c'est vraiment une carte qui peut fonctionner de 2 manières différentes et ça on aime toujours. Dans ce deck, vous avez peut-être vu, je les ai laissés sur le tapis, on retrouve les mêmes pièces d'équipement qui sont rééditées, qu'on a cité précédemment. Le classique qu'on avait déjà vu passer. Celle-ci permet de marquer en la détruisant. Pour la retrieve, pour la faire revenir, vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment. Avec celle-là par exemple. Et tout le reste du deck s'articule donc autour de cartes qui ont stealth. Et derrière, des génériques, des classiques qui n'ont pas stealth, mais celle-ci qui est quand même une 6, qui arrive comme ça avec en plus on hit des Blood Box, soit celle qu'on a vue aussi, Marvel's Rabble aussi qui a Go Again, ça veut dire qu'on sweep une carte qui fait plus de dégâts que prévu, en tout cas qui sont fortement limités par le Dominate, par celle-ci, et en plus à Go Again derrière. Donc on peut pas faire 2 fois c'est qu'une fois par tour, la réaction d'attaque qui échange, mais on a derrière un Go Again. Donc vraiment, on va jouer grosso modo de cette façon-là. Et vous voyez que le Isolate, on le retrouve aussi bien sûr en bleu. Donc là, c'est vraiment le bait ultime, c'est-à-dire qu'un 1 Dominate, là l'adversaire, s'il défend pas, ben derrière, potentiellement, il peut se prendre une grosse sauce, ou alors, ben, au contraire, si vous l'avez juste bait, il a vidé sa main, entre guillemets pour rien, et puis vous, au prochain tour, vous relancez, bref. C'est vraiment le mind game ultime. Ou alors on va passer à un nuveau jeu. Putain, 2 blagues en une, c'est juste pas possible. Bon, tant pis, on la garde. Un nouveau personnage, un nouveau jeu, puisqu'il y a vraiment une mécanique unique, qui est la mécanique transcendée. J'ai fait une vidéo à la demande d'un abonné sur la mécanique transcendée et une autre sur le personnage de nu. Je suis vraiment allé en détail sur les différentes explications, les avantages, les inconvénients, comment ça tourne, etc. Donc là, ça sera vraiment juste pour vous donner une idée globale du fonctionnement de cette mécanique, pour que vous puissiez comprendre quand même le personnage. Vos attaques avec furtivité gagnent et quand ce maillon de chaîne se résout, bannissez toutes les cartes actions qui défendent cette carte. En gros, tout ce qui va défendre vos stealths, ça ne va pas aller dans le cimetière, mais ça va carrément être banni. Les symboles bleus de la seconde partie de la carte, vous ne les retrouvez que chez 3 personnages, Nu, Enigma et Zen. Donc c'est-à-dire que concrètement, vous êtes avec cette même carte, mais retournée dans votre main, et vous allez pouvoir vous en servir pour générer de la ressource nécessaire à l'utilisation de la suite de l'effet de l'héroïne. On a payé le coût en ressources, et en instantané, on regarde la première carte du top deck, donc top deck adverse. Si elle est bleue, on peut la bannir.
C'est la suite qui est importante. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer les cartes bleues de la zone bannie de ce héros, sans payer leur coût en ressources. J'ai pris un exemple où on bannit un Macho Grande et qu'on le retourne contre l'adversaire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous jouez avec le deck adverse, ni plus ni moins. C'est vraiment cette mécanique qui est au cœur de l'effet de ce personnage et des deux autres aussi, on les verra chacun à son tour. Donc c'est pour ça que ça induit aussi très très forte polarisation au niveau des match-up. Ce personnage-là va générer par l'équipement ou par des attaques, on verra ensuite, des morsures, alors en français c'est frappe de croc, et des ondulations. Donc frappe de croc qui est générée, c'est pas vraiment un token, c'est-à-dire qu'on va générer ça dans sa main, mais c'est une réaction d'attaque qui apporte un +1. Je vous spoil, l'ondulation qu'on va faire, c'est aussi une action d'attaque, mais elle donne un go again. Autrement dit, vous allez générer dans votre main, non pas des tokens, mais des cartes réaction d'attaque. Et je trouve ça vraiment très très élégant. Les bots permettent de générer celui qu'on vient de voir, ondulation. Au niveau de l'équipement, la super tête, super casque, puisque du coup il va y avoir aussi la notion de marquer. La dague, nouveauté, parce que celle-ci ça fait déjà 10 fois qu'on la voit, nouveauté permet de buffer les attaques bleues, puisqu'elles ont du coup +1 et go again. On va voir que c'est fondamental de les booster puisque leur montant de dégâts est vraiment pas ouf. C'est pas le but du deck. Les attaques bleues, ben voilà, c'est 1, mais c'est leur but. Ce qui est fort, c'est que en termes d'architecture, on va encore rajouter de la complexité, puisqu'on a d'un côté les stealths. Stealths, on a vu la plupart, avec un petit effet de bannissement. Voilà, banni. Là aussi, on les a. On va générer les fameuses réactions d'attaque, soit par le stuff, soit par ça. Du coup, créer un Fang Strike. C'est un pitch avec une bleue et le hiss qui permet de générer l'autre. Du coup, l'ondulation. Par-dessus, on va avoir ça qui va justement permettre de jouer avec le super casque, puisque on a un petit malus là-dessus qui apporte quand même de la ressource aussi, des réactions d'attaque, de la défense parce que on n'est pas, voilà, c'est pas foufou, ça aussi, et les 4 qui vont dépendre du match-up. Typiquement, comme on l'a vu, si jamais on est face à des full redliners, on sait très bien que la deuxième partie de l'équipement ne pourra pas s'en servir. Donc on va préférer par exemple peut-être mettre des défenses réactions comme celui-ci. Typiquement on tombe contre des decks qui buff, tac, on va pénaliser. Des decks ultra rapides type ninja, tac, on va venir pénaliser avec ça. Au contraire des grosses brutes qui jouent rouge et jaune, on va préférer ça par exemple, avec justement une grosse DR. Et le clash avec les gold tokens, ça va être justement contre, par exemple, les ninjas qui ont des très petits montants, parce que nous, oui, on a des montants qui sont là, qui sont quand même plutôt bas, mais voilà, il y en a qui les ont également, donc ça peut être intéressant de rajouter cette mécanique-là, surtout avec du draw derrière pour rebooster un petit peu. Donc voilà dans les très grandes lignes comment est-ce qu'on peut tirer parti de ce deck-là, de cette mécanique. Nu, dans une méta où les gardiens semblent tirer la épingle du jeu et où Iyslander va être choisi par une grande majorité de personnes, même si effectivement on va voir Faye qui a le vent en poupe, je pense que c'est vraiment un choix extrêmement solide. On en est déjà à 30 personnages sur 57, on a dépassé un tout petit peu la moitié. Le boulot continue, on se retrouve très vite pour les ninjas.